Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver en ce premier numéro de Santé, du mois du Ramadan, ravi de vous accompagner pendant le Ramadan en direct et tous les mardis à partir de 17h pour des sujets en rapport avec votre santé pendant ce mois. Nous parlions, rappelez-vous, la semaine dernière du jeûne chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Aujourd'hui, nous parlons de votre alimentation pendant ce mois sacré avec tous les excès que nous consommons 30 jours durant avec des repas très caloriques, riches en gras et en sucre. Comment concilier jeûne et bonne santé? Comment adopter une hygiène diététique saine durant ce mois sacré pour réussir son jeûne et en faire un allié? Avec mes invités, nous allons justement vous réapprendre à manger sainement et à vivre sainement pendant le Ramadan. J'ai le plaisir de recevoir justement le docteur Leila Hamoudi. Vous êtes médecin du sport pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Pour en parler également, j'ai l'énorme plaisir de recevoir le professeur Kamel Djennouhat. Vous êtes chef de service du laboratoire central à l'hôpital de Louiba. Vous êtes également président de la Société algérienne d'immunologie. Bonsoir. Bonsoir. Sahar Mdankoum. Sahar Mdankoum. J'ai failli oublier. Bonsoir également, docteur Bouablouhab Fouad. Vous êtes médecin interniste. Vous êtes également spécialiste en nutrition. Bonsoir. Bonsoir. Sahar Mdankoum, mais ravi de vous retrouver en ce premier jour de ce mois sacré pour éclairer nos téléspectateurs sur un sujet très important qui est en l'occurrence leur alimentation en ce mois qui durera, Inch'Allah, 30 jours ou 29 jours. Alors, docteur Bouablouhab, le jeûne a existé dans toutes les religions du monde et ce n'est pas par hasard qu'on en parle aujourd'hui comme une thérapeutique. On parle beaucoup des bienfaits du jeûne sur le corps mais aussi sur l'esprit. Dans cette émission, on parlera peut-être plus de ces bienfaits sur le corps. Alors, est-ce qu'on peut rappeler quelles sont les vertus du jeûne? Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En ce qui concerne le jeûne, il existe depuis que l'homme existe, on va dire. Il existe avec les religions, toutes, presque, notamment la nôtre. Donc, le mois sacré de Ramadan, on va dire que c'est peut-être la meilleure forme de jeûne, puisque c'est 30 jours pendant toute une année. Plus, ce qui est regrettable, peut-être, c'est que les études qui ont été faites pour prouver justement les bienfaits du jeûne n'ont pas été faites par des musulmans. Oui, tout à fait. La plus grande étude, enfin le plus grand travail a été fait par un japonais, un biologiste, qui a même reçu le prix Nobel en 2016 sur ce qu'on appelle l'autophagie. Donc ce qui va confirmer les bienfaits du jeûne, puisque l'autophagie est stimulée par le jeûne. Donc pour ce qui est des vertus du jeûne, on aura... C'est la capacité en fait des cellules de s'autodétruire, c'est ça? Exactement, de s'autodétruire et de se... Autophagie, ça veut dire se manger soi-même. Donc on va dire qu'il y aura une régénération cellulaire, donc c'est la capacité de l'organisme lui-même de se nourrir de lui-même. Donc il y aura élimination de tout ce qui est déchets, etc. Donc il y a un terme qui est vraiment à la mode, c'est la détox. Donc le mois sacré de Ramadan permet de détoxifier l'organisme. Bien sûr, sous une condition, c'est qu'il faut éviter bien sûr les excès en soirée. Oui, on va y revenir justement. C'est l'objet d'une émission complète. Alors professeur Djennouhat, le docteur Bouablouhab a parlé justement d'une période de détox. On parle également de diminuer les cellules cancéreuses, d'un rôle de stimulateur d'immunité. À quel point cela est juste lorsqu'il s'agit de jeûne? Il faut revenir au siècle dernier et parler un peu de l'allemand Otto Boehringer. Otto Boehringer, c'était un médecin de la marine allemande qui était atteint d'une pathologie auto-immune qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde. Oui. À 39 ans, il était obligé de quitter la marine pour invalidité par rapport à sa maladie. Eh bien, il a opté pour une deuxième thérapie qui est le jeûne thérapeutique. 19 jours de jeûne. Il a constaté une complète rémission de sa pathologie. Et d'ailleurs, c'est lui et sa famille qui sont derrière l'ouverture des grandes cliniques actuellement en Europe qui sont spécialisées dans le jeûne thérapeutique. Donc, comment expliquer le jeûne et la réponse immunitaire ou bien les bienfaits du jeûne sur l'organisme? Il y a 3 points très très importants. Le premier point, il faut savoir que le jeûne diminue le background inflammatoire. Et la plupart des pathologies inflammatoires chroniques, ils ont ce fond inflammatoire qui est à l'origine de la porte de toutes les autres affections et infections. Le deuxième point, c'est que le jeûne, il est
aussi à l'origine de stimuler quelques molécules qu'on les appelle les interférents gamma. Gamma et non pas alpha et bêta. Ces interférents, ces molécules, ils sont là pour aider le système immunitaire à détruire les cellules cancéreuses et à détruire tous les germes à multiplication intracellulaire. Et on est dans le cas de SARS-CoV-2. Et le troisième point très bénéfique aussi de jeûne sur l'organisme, c'est cette stimulation de l'hormone de croissance qui est derrière le rajeunissement de l'organisme. Oui. Docteur Hamoudi, on va rester justement sur les vertus du jeûne. Alors on dit aussi que le jeûne, vraisemblablement, les vertus sont innombrables, mais on parle beaucoup de cette capacité justement de perdre du poids, de réduire le cholestérol, d'améliorer une obésité, alors qu'on sait aujourd'hui que l'obésité est un peu la matrice de toutes les maladies qui font beaucoup de décès, malheureusement. À quel point on peut profiter du jeûne, justement, comme étant un régime de perte de poids? Alors, vous savez, quand on parle de régime, j'aime pas trop ce terme. En fait, on doit manger sainement et équilibré. Donc, quand vous parlez du jeûne, le jeûne doit obéir à certaines règles qui, lorsque l'on dîne le soir, lorsqu'il y a une rupture du jeûne, on doit donc prendre un repas qui doit obéir sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif aux mêmes normes que ceux des jours normaux, quoi. Donc, parler du jeûne, si se priver toute la journée, ne pas manger pour vouloir perdre du poids et le soir manger en quantité industrielle, ça sert absolument à rien du tout. Au contraire, c'est très mauvais. Un repas par jour pour essayer de maigrir, ce n'est pas bon. Parce qu'on fait un gros repas copieux, ça vous rattrape ce que vous avez perdu dans la journée et ça vous donne un bonus. Donc moi, je ne suis pas très fervente ou très... par rapport à ce jeûne qui se fait comme ça toute la journée, enfin, on ne mange pas, on se prive pour pouvoir maigrir. Ça n'a pas de sens. En fait, je voulais vous parler précisément peut-être de cette notion de restriction calorique, qui est une grande vertu justement du jeûne, que ce soit le jeûne des musulmans ou le jeûne intermittent, qui est une vertu très importante et qui aurait même des vertus dans l'espérance de vie. Elle augmente l'espérance de vie. Aujourd'hui, je vous pose encore une fois cette question parce qu'on voit des personnes qui gagnent du poids alors que normalement, pendant le ramadan, pendant 30 jours, si on jeûne pendant 30 jours pratiquement, on est censé perdre du poids et non pas gagner du poids, rassurez-moi. Effectivement, vous ouvrez une parenthèse très intéressante, c'est que on ne mange pas toute la journée pour ensuite le soir faire un repas copieux, riche en gras et riche en sucre. Donc ça ne sert à rien de vouloir perdre du poids pendant le mois de ramadan. Parce qu'en plus, après, on est à la maison, on ne bouge pas, on dort après. Donc tout ce qu'on a mangé va se stocker. Si vous associez l'activité physique à des repas du soir lors de la rupture du jeûne avec un repas diététique, c'est-à-dire sur le plan quantitatif. Sans excès, on va dire. Sans excès, ce qui obéit à des règles, comme vous parliez tout à l'heure de calories, il y a en fonction du poids, en fonction de la taille de la personne, il y a des calories à respecter, à ne pas dépasser, en fonction de son activité professionnelle, en fonction de son activité sportive. Et donc, si on respecte tout ça, oui, on peut arriver à perdre du poids. Et encore, la diminution des apports caloriques et l'activité physique ne sont pas les seuls déterminants dans la perte de poids. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont là pour ne pas permettre cette diminution du poids. Alors, les personnes qui sont, par exemple, sous traitement particulier, tels que les psychotropes ou les corticoïdes, je ne sais pas si ça va pouvoir le faire. Les personnes qui ont des problèmes, par exemple, de thyroïde aussi, il faut qu'elles soient bien équilibrées, etc. Donc, le problème du stress, nous sommes en pleine période de pandémie, etc. Le problème du sommeil. Alors là, on va en parler tout à l'heure peut-être. Le sommeil qui fait défaut pendant le mois de Ramadan, ça n'arrange pas les choses parce que l'insuffisance du sommeil est un facteur favorisant la prise de poids. Oui. On va parler en tout cas, on tentera, j'espère que le temps de l'émission nous permettra de parler de tous ces points. Je vais vous inviter, messieurs, dames, à regarder un reportage justement qui revient sur cette question du comment bien jeûner ou comment faire du jeûne son allié. Regardez.
Le mois sacré de Ramadan est un mois de jeûne, de prière, de spiritualité, mais aussi de bourek et de tables bien remplies lors du repas de ftour. Les spécialistes recommandent une alimentation saine et sont favorables au rituel du lait accompagné de dattes au moment de la rupture du jeûne. Le jeûne a beaucoup de bienfaits sur notre santé, mais pour avoir ces bienfaits, il faut adopter une bonne hygiène de vie dans l'alimentation. Donc, on commence par la rupture du jeûne. Il est recommandé de manger des dattes, du lait ou du petit lait et bien s'hydrater dès la rupture du jeûne. On arrive à l'ftour, donc dans toutes les familles algériennes on mange la shorba, on trouve tout type de shorba, donc la shorba est recommandée. L'idéal est de respecter nos habitudes alimentaires mais tout en mangeant sainement et avoir un bon équilibre alimentaire. On peut manger shorba, on peut aussi manger le bourek à condition qu'il ne soit pas frit, on peut le faire au four. On peut manger aussi des crudités, donc tout ce qui est salade, ça c'est très recommandé durant le jeûne. Aussi c'est très bon pour la digestion. On arrive au deuxième plat, on recommande des légumes, différents légumes. On a plein de légumes de saison, donc un bon plat de légumes accompagné d'une grillette. Aussi, quelques plats traditionnels sont recommandés à condition qu'ils ne soient pas trop gras. Et pour ne pas risquer de faire de déshydratation aiguë dans la journée, la nutritionniste conseille d'adopter une bonne hydratation durant le ramadan. C'est ce qui va aider l'organisme à faire une provision d'eau suffisante. J'insiste sur l'hydratation. Durant le jeûne, si on a l'habitude de prendre 1,5 litre avant, durant le jeûne, on peut prendre jusqu'à 2 litres, voire 2,5 litres d'eau. Bon, j'essaie de soigner un peu mon alimentation pendant le mois de Ramadan. Je diminue un peu les sucreries et les aliments gras. Pendant le ramadan, il est également important de rééquilibrer les efforts sportifs. Les coachs de sport conseillent alors 2 moments clés pour faire de l'activité physique sans mettre en danger la santé de l'individu. Pendant la période du jeûne, de préférence, il faut favoriser les entraînements à base de renforcement musculaire à une fréquence très réduite, donc entre 30 jusqu'à 45 minutes d'entraînement à une intensité modérée. De préférence, faire un entraînement avant le ftour. Et si on n'a pas le choix, on doit s'entraîner après le ftour. Il faut laisser un espace de 2 heures, entre 1h30 et 2 heures, entre le ftour et l'entraînement. J'essaie de faire 1-2 séances par semaine, dans la mesure du possible. Et c'est plutôt avant le ftour, parce qu'après le ftour, on en a mangé, et puis il y a tous les trucs qu'il faut faire à la maison, donc on n'a pas forcément le temps. Au-delà de l'acte spirituel qui nourrit l'âme, ce mois sacré est l'occasion de manger équilibré et de commencer à faire une activité physique saine. Alors, à vos baskets. Alors, à vos baskets, ce n'est pas de mal à veille, hein, docteur Bouadlouha, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent du sport pendant le ramadan. Beaucoup essaient de prendre de nouvelles résolutions pour le ramadan, donc perdre du poids. C'est une norme normalement. Oui. Si on fait le jeûne normalement et si on ne fait pas d'excès, on va perdre du poids. C'est les études qui le disent. Mais chez nous, en Algérie, c'est l'inverse. On prend du poids. On prend du poids parce que au lieu de consommer nos calories journalières normales, donc de 1500 jusqu'à 3000 calories selon le sexe, selon l'âge, etc. Jusqu'à 4000 calories par soir. Jusqu'à 5000. Oui. Donc on va dépasser les normes. Donc accumulation de toutes ces calories pendant 30 jours. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait un excès de poids. Pour ce qui est peut pas être révélateur d'une pathologie sous-jacente lorsqu'on prend du poids, pas forcément. Pendant Ramadan, pas forcément, non. C'est plus le poids des traditions. Oui. C'est les traditions qui sont ancrées. C'est un poids culturel, en fait. Bien sûr, bien sûr. Pour qu'il y ait une pathologie ou autre, pas forcément pendant Ramadan. Si on est en surpoids, on est en surpoids. Donc si une personne présente un surpoids, peut-être qu'on fera des analyses pour rechercher justement une pathologie, par exemple une hypothyroïdie ou bien des problèmes hormonaux, surrénaliens, la maladie de Cushing, etc. Mais pendant le mois de Ramadan, ici, chez nous, en Algérie, il est presque normal de prendre du poids. Donc pour prendre de nouvelles résolutions par rapport au sport, c'est pas évident aussi. On n'a pas le temps. Si on fait du sport en fin de journée, on est tous fatigués, on est déshydratés et on ne connaît pas les normes pour faire du sport. Donc, comme le disait le coach pendant le VTR, c'est normalement moins de 20 minutes. Une activité modérée, en fait. Modérée. Même la fréquence, c'est pas plus de 2 fois par semaine, jusqu'à 3 fois. Et même l'intensité, elle doit être minime, surtout en fin de journée. En soirée, on peut, 2 heures après le repas. On peut pratiquer le renforcement musculaire comme activité. Voilà, comme activité, mais sans trop forcer. Pendant le mois de Ramadan, il faut essayer de stabiliser le poids.
Il faut essayer d'avoir une activité régulière, mais pas trop intense. Moi, je conseille aux gens de faire de la marche, tout simplement. Il n'est pas évident de faire du sport, donc au moins de faire de la marche, tout simplement. Docteur Hamoudi, justement sur ce point, puisque vous êtes médecin du sport, sur ce point par rapport au sport, alors, il y a beaucoup de gens qui décident de se mettre au sport pendant le ramadan. Qu'en pensez-vous? Oui, mais... Des personnes qui n'ont jamais fait de sport. Non, à condition, comme a dit mon confrère, c'est qu'ils arrivent à gérer cette activité. C'est-à-dire, par exemple, comme la marche, surtout s'ils n'ont jamais fait de sport avant et qui débutent pendant le mois de Ramadan, la marche est tout à fait compatible avec le jeûne, à condition, bien sûr, de la faire sur un terrain plat qui n'est pas en évitant les côtes et les descentes, parce qu'après, ça demande plus d'énergie et ça donne une fatigue secondaire. Mais faire de l'activité physique pendant le mois de Ramadan pour débuter une activité, oui, mais à condition de bien la choisir, d'être guidé, d'être conseillé également par rapport à la méthodologie de cette activité qui va être entreprise, par rapport aux conseils diététiques qui doivent être respectés et aussi par rapport à la récupération qui doit être également accompagner ces conseils. Donc, faire de l'activité pour en faire, c'est bien, mais il faut faire attention, se rapprocher des personnes qui maîtrisent et qui sont dans le domaine. Oui. Professeur Djenouhat, le jeûne du mois du Ramadan, enfin le jeûne musulman, celui que nous observons, a une visée spirituelle, a une visée thérapeutique. Est-ce qu'on peut dire finalement, dans le cas échéant, que la réaction chimique appuie la réflexion spirituelle? Certainement. Donc, on va abandonner un peu ce qu'on appelait le psychanalyse et aller vers la psychiatrie moléculaire. Donc, tout signe, tout comportement est expliqué par un changement d'une concentration ou l'apparition de nouvelles molécules. Donc, ce qui est admis actuellement. Oui. Donc, vous le savez très bien, et vous l'avez dit déjà, c'est que le jeûne, il a 3 impacts. Il y a cet impact médical pour prévenir un peu l'apparition de ces pathologies inflammatoires. Il y a aussi un impact communautaire et l'impact spirituel. Chez nous, vous le voyez très bien, qu'en fin de compte, durant le mois de Ramadan, alhamdoulilah, on voit très bien cette union, cette solidarité. Et on a vu même les personnes très diminuées. On voit aussi beaucoup d'irritabilité, professeur. C'est algéro-algérien. Malheureusement, parce que normalement le jeûne doit donner beaucoup de sagesse. On doit suivre quand même ce que le prophète nous a dit. Et c'est exactement cela, le mais il faut pardonner durant ce mois, essayer de pardonner durant ce mois. Oui. Docteur Abdouhab, est-ce qu'on peut dire aussi que nos capacités cognitives sont plus performantes pendant le Ramadan? Tout à fait, parce que... C'est vrai? Parce que le substrat énergétique, le substratum énergétique, il change. Donc, on va puiser dans les réserves, donc dans le gras, dans les protéines. Et on va l'essentiel va aller au cerveau, c'est ça? On va former ce qu'on appelle les corps cétoniques. Oui. Donc, les corps cétoniques, il faut savoir, comme le disait le professeur Djenouhat, donc on traitait certaines pathologies neurologiques par le jeûne. En 1920, par exemple, aux États-Unis, on traitait l'épilepsie, on traitait la migraine par le jeûne. Aujourd'hui, il y a aussi des pathologies psychiatriques qui sont traitées en Allemagne par le jeûne. Même maintenant. Oui. On traite par exemple l'épilepsie, qui est réfractaire au traitement normal, par le jeûne, soit le jeûne intermittent, soit par ce qu'on appelle la diète cétogène, donc le keto diet. Donc, ces corps cétoniques ont un effet sur le bien-être, sur l'harmonie, sur les capacités cognitives. Et comme le disait aussi le professeur Djenouhat, il y a ce qu'on appelle l'inflammation chronique de Bagrat qui va enflammer même les cellules nerveuses. Donc le jeûne va apporter cet apaisement inflammatoire, on va dire. Il y aura, je pense qu'il est mieux placé que moi pour en parler, il y aura des molécules qui vont être sécrétées, ce qu'on appelle les molécules du bien-être, donc qui vont donner une amélioration des capacités cognitives. Voilà. Oui. Vous pensez que nos capacités cognitives sont plus en éveil pendant le jeûne, professeur? Il ne faut jamais juger le jeûne dans le premier, deuxième jour. C'est à partir du 3e jour. Donc, lorsqu'on s'habitue au jeûne. Et dans ce cas-là, on a dit que parmi les 3 principaux systèmes qui seront stimulés par le jeûne, il y a le système hormonal et dont le système qui est à l'origine de synthèse de pas mal de molécules qui sont à l'origine, qui sont derrière bonne humeur. Normalement, on doit l'avoir. C'est le résultat du jeûne, normalement. Ça doit être acquis. Oui. Et je pense qu'il est mieux placé par rapport au... Il a résumé, en gros, en fait. Exactement. Oui. Alors,
ce qu'on vient de dire, tous ces bienfaits et ces vertus, c'est un peu en théorie, on va dire, hein, parce que le jeûne tel que nous l'observons, vous le disiez tout à l'heure, je le disais aussi en préambule, avec un repas copieux chaque soir, c'est un festin ce que nous mangeons. Vous parliez tout à l'heure aussi des calories, quelque chose comme 4000 ou 5000 calories par soir. Est-ce qu'on est vraiment, finalement, est-ce qu'on arrive avec ce rythme à tirer profit du jeûne que nous observons ? En fait, vous savez, il n'y a pas que l'histoire des calories qu'on peut relever, il y a aussi le manque de sommeil. Ce manque de sommeil, vous parliez tout à l'heure de l'irritabilité. Ça fait une somnolence diurne, ça fait une irritabilité, ça diminue la coordination lorsqu'on parle de l'activité physique, donc il y a une incoordination qui se présente. Il y a pas mal de facteurs liés à un manque de sommeil. Ce manque de sommeil est à l'origine d'une mauvaise récupération. Et cette mauvaise récupération ne permet pas un relâchement musculaire, ne permet pas à certaines hormones de venir régénérer le corps, tant sur le plan de la performance intellectuelle que tant sur le plan de la performance physique. Donc il y a donc le nombre de calories, donc tout ce qui est alimentation grasse et très sucrée. Il y a le manque de sommeil. Il y a une hydratation qui est perturbée au profit du thé, du café, des jus industriels et également des boissons gazeuses qui ne désemplissent pas dans les maisons. Et puis vous avez aussi donc la motivation de chacun qui peut expliquer également. On va revenir justement sur cet aspect alimentaire longuement parce qu'il est très important avec des conseils. Docteur Bouabouheb, le jeûne que nous observons cette année, peut-être vous allez me dire qu'il fait moins chaud peut-être que les années passées, mais ça reste quand même un jeûne long. Hein. On jeûne quelque chose comme 15 heures par jour. Alors l'enjeu est un peu d'arriver à réactiver le corps hein, au moment de la rupture du jeûne sans l'agresser, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc, pour bénéficier des bienfaits du jeûne, il est important de respecter certaines conditions. Donc, Sahara qui m'enrôle. Donc, le repas, le premier repas, celui de l'iftar, il doit être très important d'ailleurs. C'est le plus important. Il doit être léger aussi. Donc, c'est vrai que notre table algérienne, avec nos traditions, elle est copieuse, elle est riche. C'est les repas en famille. Donc, quand il y a du monde, on a envie de manger. C'est la convivialité, etc. Mais il faut respecter certaines conditions. Donc, par exemple, la première, c'est bien sûr de commencer à s'hydrater. Donc l'eau est importante, de se resucrer, donc prendre 1 ou 3 dates, oui. Voilà, tout simplement. Donc c'est les préceptes de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'eau ne doit pas être trop fraîche non plus, ça c'est au pas début, bon, elle doit être tiède, pour ne pas agresser justement le système digestif. Et après, quand on consomme la shorba qui est conseillée, parce qu'elle contient des légumes, c'est une soupe, donc elle va réhydrater. Donc quand on dit légumes, on dit minéraux, vitamines, etc. Et la tradition veut que ce soit, par exemple, une shorba frik. Le frik, c'est du blé. C'est du blé complet, voilà, tout simplement. Donc c'est une bonne, c'est le premier aliment qui est bon pour nous. Il faudra accompagner ça d'une salade, pas forcément de crudité, une salade vapeur, légumes variés, etc. Donc il faut faire la part belle aux légumes. Donc si on va illustrer ça, on va parler de l'assiette complète, l'assiette santé, qui va contenir 50% de légumes, 25% d'amidon et 25% de protéines. Donc si le repas est basé sur cette assiette santé, il n'y aura pas de problème, ni de prise de poids, ni d'inflammation, etc. Oui, il y a un aspect aussi très important aussi qui est d'ailleurs inclus dans notre religion, hein, finalement la religion est bien faite, qui explique que notre repas doit être fractionné en 3 parties. Alors le solide, le liquide et l'air. C'est-à-dire qu'il faut laisser une partie d'air dans l'estomac et ça c'est très important. Par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de manger, c'est-à-dire manger en conscience. La mastication en fait. Exactement. Oui. Donc manger en 5 minutes une quantité de calories qui est énorme, donc la satiété ne sera pas atteinte, donc on va manger sans arriver à la satiété. On va arriver à un nombre de calories énorme sans arriver à la satiété. Donc c'est pour cela que
dans notre religion, on parle de la quantité, donc le tiers pour le solide, le tiers pour le liquide et un tiers pour l'air. L'air, ça veut dire prendre son temps, tout simplement. Donc il est important de prendre son temps parce qu'au-delà de 20 minutes, le signal de satiété arrive au cerveau. Quelle que soit la quantité ingérée de calories. Là, il serait mieux de parler de densité calorique. Densité calorique, c'est-à-dire que prendre des repas qui sont faibles en calories, donc salade, la soupe, même par exemple le bourek, s'il est cuit au four, il sera moins calorique que s'il était frit, tout simplement. Donc, et pour ma part, je dirais plus un fruit et s'arrêter là, tout simplement. Prendre son temps pour ce repas-là. Et pendant le Sahara, on pourrait prendre autre chose. Oui, donc fractionner. Professeur, à quel point cela est préjudiciable, cette notion, il en parlait à l'instant, de manger aussi rapidement pour l'organisme? Il faut qu'on s'autocritique. Parce que nous, en Algérie, malheureusement, la cuisine algérienne, si on la compare par rapport aux autres cuisines, elle est plus ou moins néfaste pour l'organisme. Nous mangeons trop gras, trop sucré, trop de pâtes. Donc, le deuxième point qui est très important, et si on se compare juste par rapport à nos voisins, on est les seuls qui mangent le tout à la fois, juste après l'Aden. On a aussi, dans les régions du sud-est, à Adrar ou à Bchar, ils fractionnent, hein, ils mangent... C'est tout le monde qui fractionne, mais nous, les nordistes, oui. Malheureusement, c'est mauvaise habitude à demain. Et on le constate d'ailleurs au niveau des pavillons des urgences, que ce soit médical ou chirurgical. Juste après le rampe de jeûne, on voit l'afflux des patients avec des douleurs digestives, avec pas mal de complications. Donc je pense qu'on doit revoir un peu ce qu'on doit manger juste après l'Aden. Et comment et comment on doit le manger. Comment on doit le manger. Et je pense qu'on doit quand même le fractionner, pourquoi pas, une petite partie juste après l'Aden et le reste après Tarawih ou bien après... Oui. Docteur Hamoudi, à quel point cela est préjudiciable, cette notion de tachyphagie, d'ingurgiter beaucoup de calories, beaucoup de plats à la fois, et, ce que disait tout à l'heure le docteur Ouad-Louheb. Ça donne des troubles digestifs, et puis en mangeant vite, surtout lorsqu'on mange la bouche ouverte, enfin quand on mâche avec la bouche, on ferme pas la bouche pour mâcher les aliments, on absorbe de l'air, et donc l'estomac avec les aliments si vous voulez, forment un bol alimentaire, une pression au niveau de l'estomac qui fait qu'après, il y a des ballonnements, etc., qui font que la personne est très, très mal à l'aise, et ça peut même donner des problèmes de troubles du transit qui ne sont pas les bienvenus. Donc, cette façon de manger doucement, en mâchant doucement la bouche fermée, c'est un point très, très important pour pouvoir... Et c'est de cette manière qu'on peut arriver à avoir les 20 minutes. Parce que si on mange rapidement, automatiquement, on va manger en quantité. Et après, ce n'est que quand on termine qu'on se rend compte qu'on a effectivement mangé un peu de trop. Et donc, c'est pour ça qu'il faut manger la bouche fermée, bien mâcher les aliments, se réhydrater, comme a dit monsieur, avec une bonne soupe, une bonne shorba, etc. Et je voudrais juste revenir sur l'apport de la quantité de légumes qui se trouve déjà dans la shorba, bien qu'elle soit souvent mixée. Le plat de crudité qui vient après. Les légumes sont très importants. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des sels minéraux, et ces sels minéraux ont la faculté de retenir l'eau au niveau du corps, ce qui fait que la personne, voilà, sur le plan de la réhydratation, la personne sera hydratée de façon satisfaisante et aura moins soif dans la journée. Oui. Docteur Ouad-Louheb, alors beaucoup de gens mangent beaucoup en soirée, d'autant que maintenant, comme je disais tout à l'heure, on jeûne 15 heures quand même, donc la soirée est un peu courte. Oui. Est-ce qu'on a raison de croire que si on mange beaucoup, on aura moins faim le lendemain? Pas du tout. Parce que beaucoup de gens le pensent, oui. Beaucoup de gens qui mangent toute la soirée. On s'arrête presque pas en pensant que voilà, ça va nous éviter d'avoir faim. Non, pas du tout, parce que même cette notion-là de 5 repas par jour, ou bien 2 repas principaux et 3 collations, il faut savoir que certaines cultures, ils mangent 2 fois par jour, ou bien une seule fois par jour. Donc c'est un nombre de calories dont l'organisme
a besoin, qui sera couvert ou pas. Donc la question est là. Donc si on mange trop, on va dépasser le nombre de calories dont on a besoin. Et si on dépasse, donc ce sera le surpoids, ce sera les problèmes digestifs et tout. Donc il ne sert à rien de trop manger en soirée ou bien de boire trop aussi. Donc on a tendance à boire des boissons gazeuses, des jus industriels, donc qui ne vont pas nous rafraîchir. Et boire de l'eau, par contre. Boire de l'eau, c'est ce qui est conseillé, voilà. bien sûr. Même en quantité. Même en quantité, je dirais, bon, par rapport à la quantité, c'est par rapport au poids. Donc c'est 3 centilitres par kilogramme de poids. Une personne qui pèse 100 kilos aura besoin normalement de 3 litres, donc par 24 heures. Donc ces 3 litres-là, il faut les répartir tout au long de la soirée, de l'iftar jusqu'à l'adhan, l'imsak. Donc par exemple, à l'imsak, on a cette tendance à vouloir trop boire, donc en quantité. Si on boit 1 litre, ça ne sert à rien, on ne va pas retenir cette eau-là, bien au contraire. On va être déshydraté. Il faut répartir cela sur la soirée. Sur toute la soirée. Est-ce qu'on peut dire finalement que le ramadan est un pourvoyeur de malades chroniques ou de complications, malheureusement, avec le rythme qu'on a? Chez nous, oui. Oui. Chez nous, oui. Parce que normalement, on aura amélioration de... Vous avez commencé par là, donc profil lipidique amélioré, cycle glycémique amélioré chez les diabétiques, moins d'hypertension, donc perte de poids. Donc ça, c'est le bénéfice normalement du jeûne, donc de Ramadan. Mais si vous avez parlé de ça donc la semaine passée, les maladies chroniques, la plupart vont être déséquilibrés. Donc certains patients, ils vont jeûner contre avis médical. Certains autres ne vont pas, même s'ils sont autorisés par le médecin traitant, ils ne vont pas suivre les règles de l'art par rapport à leur nutrition, par rapport à leur traitement et tout. Donc il y aura un déséquilibre après Ramadan. Donc la plupart des patients, ils arrivent avec un déséquilibre. Mais est-ce qu'on voit par exemple des diabètes qui se déclarent pendant le Ramadan? Aussi, bien sûr. Par rapport à la quantité alimentaire ingurgitée, etc., par rapport au stress, il faut savoir que le jeûne peut décompenser un diabète qui était équilibré. Le jeûne en lui-même peut décompenser, notamment chez le diabétique type 1. Ça peut être révélateur. Oui. Alors qu'on voit malheureusement beaucoup de diabétiques de type 1 qui continuent à jeûner. Alors c'est une question posée sur la page de l'émission. On voit beaucoup de personnes qui se plaignent de douleurs au ventre, des troubles digestifs, de constipation, enfin bref, un ralentissement du transit. Est-ce que c'est normal pendant le Ramadan ? Si les habitudes alimentaires sont modifiées, il est clair qu'il va y avoir des troubles gastro-intestinaux. Ça y va de soi. Un estomac et un intestin qui ont l'habitude de recevoir pendant 11 mois une quantité d'aliments assez diététiques, disons, et puis que tout d'un coup reçoit des quantités industrielles d'aliments qui ne sont pas propices pour la santé, il est clair que les troubles digestifs, on les a même tout au long de l'année si on fait des excès ou c'est pas si vous voulez inhérent particulièrement au Ramadan. Est-ce qu'on voit beaucoup de gastrite aussi, parce qu'il faut rappeler que c'est une des causes du cancer de l'estomac malheureusement. Est-ce qu'on voit beaucoup de gastrite après le Ramadan? Le jeûne révèle les problèmes digestifs. Le jeûne révèle parce que en jeûne, on a la gastrite, on a l'ulcère. Donc voilà. Donc le jeûne, il va révéler une gastrite. L'ulcère sera révélé par l'alimentation justement. Donc ces problèmes-là, il faut savoir que quand on mange trop gras et trop sucré, donc l'estomac va prendre un coup, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a un nombre élevé de personnes qui vont se plaindre de problèmes digestifs, que ce soit les gastrites, les ulcères ou même les constipations. Parce que pendant le mois de Ramadan, le jeûne, il sera suivi par on va gagner en quantité, mais perdre en qualité. Donc on va manger moins de fibres, on va manger plus de gras et plus de sucre. Donc c'est ce qui fait qu'il y aura un déséquilibre du système digestif, et notamment la flore intestinale. Donc, professeur, quelle répercussion a cette alimentation sur notre immunité ? Vous savez très bien, déjà, le dernier mot qu'il a prononcé, c'est le terme de microbiote. Vous savez très bien qu'en fin de compte, l'alimentation, c'est elle qui oriente la réponse. Aujourd'hui, on parle du deuxième cerveau. Oui. Exactement. En fin de compte, il y a pas mal d'études actuellement qui ont montré que la composition de bactéries de la microbiote qui dirige le type de réponse immunitaire. Donc, manger bien,
Ça a été dit, tout le monde le dit, mais malheureusement, nous les Algériens, on ne l'applique pas trop. Et j'aimerais bien, Inch'Allah, qu'on ira vers des repas civilisés, si je peux permettre. Il faut consommer, on a beaucoup de fruits, il faut consommer les fruits. Il y a la fraise, il y a les pommes, il faut les consommer. Vous le savez très bien qu'en fin de compte, notre organisme il est tout le temps agressé par ces radicaux libres. C'est plus fort que nous, c'est involontaire. Ils sont là, ils sont très nocifs pour l'organisme. Et vous le savez, pour qu'ils soient générés, c'est l'oxygène qu'on respire. Donc on a besoin d'éliminer ces radicaux libres. Pour les éliminer, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le jeûne, il y a une qualité de nutrition. Donc la qualité de nutrition, je pense que même les collègues nutritionnistes, malheureusement, un point négatif dans le cursus de médecine en Algérie, c'est qu'il n'y a pas de module qui traite la nutrition. Dorénavant, Inch'Allah, dans la refonte des études médicales, on va inclure la nutrition en 5e année de médecine, mais malheureusement, les médecins ont beaucoup de lacunes par rapport à la nutrition. Et je pense que l'idéal serait d'inviter beaucoup les collègues nutritionnistes pour sensibiliser un peu la population par rapport à ce qu'ils doivent ou ils ne doivent pas manger. Oui. Docteur Hamoudi, alors le jeûne va venir chambouler nos habitudes, hein, qu'on le veuille ou pas. On va basculer d'une alimentation diurne à une alimentation nocturne, d'une vie relativement, parce que qu'on veuille ou pas, beaucoup de gens dorment pendant toute la journée pendant le ramadan et ne travaillent pas pendant le ramadan, donc d'une vie diurne vers une vie nocturne également. Est-ce qu'il ne faut pas se préparer pour le mois du jeûne, par exemple diminuer les sucres avant, jeûner comme encore une fois, il est indiqué dans notre religion, parce que oui, on devrait jeûner pendant le mois de Sha'ban, on devrait jeûner également après le ramadan pour garder ce rythme et ne pas agresser son organisme. Comment il faut faire finalement pour être en phase avec ce mois? Alors, effectivement, vous ouvrez une parenthèse qui va peut-être basculer sur tout ce qui est religion, tout ce qui est spiritualité. Effectivement, notre religion est très belle puisque il est conseillé de jeûner le lundi et le jeudi, de jeûner 3 jours d'affilée pendant le mois. Il y a effectivement, comme vous avez dit, pendant le mois de Sha'ban, des personnes aussi qui... Tout ça, je vous assure, ça permet à l'organisme d'être préparé pour le mois qui vient après, puisque après, pendant le mois, on ne s'arrête pas pendant 30 jours. Donc, c'est un genre d'entraînement, comme pour le sportif. Le corps s'entraîne à jeûner. Et ça donne de très très bons résultats. Parce qu'après, le corps sait ce qu'il doit garder, ce qu'il refuse, etc. Et donc, notre religion est très belle pour aller dans ce sens. Oui. Ce serait bien. Docteur Blablouheb, sur la même question, est-ce qu'on devrait se préparer et comment se préparer pour le jeûne du ramadan? Moi-même, je donne ce conseil-là à mes patients chroniques, diabétiques, etc., de préparer leur jeûne. Donc, alors, je rappelle que vous avez une page très active hein, sur Facebook et sur laquelle, en ce moment, vous coachez, voilà, ça parle beaucoup de jeûne et vous coachez beaucoup de gens pour la perte de poids, notamment. Oui. Exactement. Donc, par rapport à la préparation, il est important de se préparer par rapport à certaines dépendances. Donc, le tabac, le café et surtout le sucre. Donc, ces trois-là, il faut se préparer. Normalement, la dernière semaine de Sha'ban, on diminue les quantités de café, etc., pour justement pouvoir un petit peu résister à ce qu'on appelle le kéto-flux. Donc, c'est les 3 premiers jours où on présente des céphalées, donc les maux de tête. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont mal à la tête. Voilà, donc c'est l'adaptation de l'organisme à ce nouveau substrat énergétique. Donc, au lieu de prendre de l'énergie de l'alimentation, on va fabriquer des corps cétoniques. Et les corps cétoniques, ça donne ces symptômes-là. Donc il y a une préparation justement qui est normalement de faire le jeûne, donc lundi, jeudi, etc. Oui, alors il y a une question, vous me tendez une perche, il y avait une question justement sur la page Facebook encore une fois, d'une personne qui disait qu'elle avait beaucoup de céphalées ou de maux de tête pendant les premiers jours du ramadan et qu'après la rupture du jeûne, cette personne pouvait avoir des vomissements. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est ce qu'on appelle le kétoflux. Donc, c'est des symptômes qui sont en rapport. Ça peut arriver jusqu'au vomissement. Donc. Bien sûr, bien sûr. Oui. Ça donne des nausées, ça donne des vomissements, des étourdissements, des vertiges, etc. Donc, c'est l'adaptation de l'organisme à cette nouvelle donne donc, alimentaire. Donc, on va jeûner 15 heures. Donc, on va mettre ça sur le compte de l'hypoglycémie, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est l'adaptation. Donc, au-delà de 8 heures, on commence à fabriquer des corps cétoniques. Donc, les corps cétoniques,
vont donner ces symptômes-là. Donc il faudra... On peut rien faire. Ou est-ce qu'il faut prendre, par exemple, il y a des gens qui se lèvent, par exemple, pour le suhoor, ils prennent du paracétamol, par exemple. Est-ce que c'est conseillé? Ce qui est conseillé, justement, c'est de prendre le suhoor le plus tard possible, donc surtout les premiers jours. Donc, le surtout plus tard pour ceux qui sont addicts au café, par exemple. Exactement, bien sûr. Et il faut justement essayer de limiter cette addiction. Donc, essayer de diminuer la fréquence de consommation du café, du tabac et surtout du sucre. Donc, il y a une addiction au sucre aussi. Donc, au-delà de ça, il est important de prendre un suhoor qui est équilibré. Donc, il ne sert à rien de prendre un café avec des brioches, des croissants. Donc, c'est que des glucides aussi. Donc, il faut prendre une part de féculents, de blé complet, etc., de pain complet pour essayer de tenir le plus longtemps. Donc, plus longtemps on a cette source énergétique qu'on a consommée au suhoor, moins on aura les symptômes du kétoflux. Oui. Professeur, je voulais ouvrir une brèche. On est en période de pandémie, même si les chiffres sont optimistes. Alors vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui de l'après-Covid, hein, cette espèce de symptômes résiduels qui restent même après la guérison de cette infection. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre la Covid et le jeûne? Il n'y a pas d'incompatibilité, mais c'est compatible. En fin de compte, vous le savez très bien, je l'ai dit au début, les formes graves de Covid, c'est des formes qui sont dues à une réaction inflammatoire exagérée. Or, vous le savez très bien, les obèses, les hypertendus, les patients qui ont des pathologies cardiovasculaires, ils ont ce fond inflammatoire. Et le jeûne, il est là pour diminuer ce fond inflammatoire, donc prévenir. Premier point, c'est prévenir l'évolution vers les formes sévères. Et le deuxième point qui est très important, et je l'ai déjà mentionné au début, on sait très bien que le jeûne, il est derrière la synthèse de quelques molécules qui augmentent la réponse immunitaire dirigée contre les microbes qui se développent dans la cellule, la multiplication intracellulaire. Et parmi ces microbes, on trouve le virus et plus particulièrement le SARS-CoV-2. Donc le jeûne ne peut qu'apporter un effet bénéfique chez les sujets Covid-19 positif. C'était bien donc de poser cette question pour rassurer un peu les gens qui nous regardent. Alors je vous invite à rejoindre le docteur Mjdel justement pour la rubrique Focus. Bonjour docteur Mjdel. Bonsoir, avec vous, alors c'est un sujet qu'on a déjà abordé un peu avec nos invités. Vous allez y revenir plus longuement. Vous avez parlé d'aliments addictogènes pendant le Ramadan. Mais d'abord, vous allez nous dire comment se passe votre première journée de Ramadan. Pour le moment, ça va. Ça se passe très bien pour le moment. Et pour vous? Tranquille, très bien, très bien. Ok, donc c'est bien. En tout cas, pour le moment, on ne peut rien dire. On va attendre qu'après une semaine et 2 semaines, on verra d'ici là. Voilà. En tous les cas, d'ici là, notre corps, je pense qu'il se sera un peu adapté au rythme du jeûne. Alors, nous allons parler justement de nos habitudes de consommation addictogènes. Notre confrère a déjà fait allusion aux 3 très grandes addictions alimentaires que nous avons l'habitude de fréquenter, à savoir le sucre, la caféine et le tabac, la nicotine malheureusement. Alors le sucre, il faut savoir que l'addiction au sucre n'est pas uniquement psychologique ou bien mentale, ou c'est juste une envie de se faire plaisir en mangeant quelque chose de sucré, mais l'addiction au sucre, elle est organique. On dit souvent et toujours que le sucre appelle le sucre, parce que quand on parle d'addiction au sucre, il s'agit des sucres rapides, des sucres raffinés qui sont contenus dans les aliments très très sucrés, dans les boissons gazeuses, dans les sodas, dans les pâtisseries, dans les gâteaux que nous préparons généralement pendant le mois de Ramadan. Manger beaucoup de sucre va augmenter la glycémie, va faire provoquer une sécrétion d'insuline accrue et va faire chuter la glycémie de nouveau, et on va retomber dans l'envie d'aller prendre du sucre. Alors, il faut faire attention à cela, il faut savoir, il faut se baser, il faut aller plutôt vers les sucres qui sont plutôt complexes et qui sont déjà contenus dans notre alimentation. La deuxième addiction que nous allons aborder, c'est justement celle à la caféine. Il faut savoir que la caféine n'est pas contenue uniquement dans le café, mais
elle est déjà introduite dans certaines boissons sucrées ou gazeuses dans le but, bien sûr, les industriels qui le font dans le but de créer une sorte de dépendance du consommateur à ce genre de boisson. La caféine est bien sûr un composant principal du café. La dépendance commence à partir de 2 à 3 tasses de café par jour. La caféine est un véritable neurotransmetteur. Sa consommation constante va interférer avec le fonctionnement des structures cérébrales et le sevrage brutal de consommation de caféine va être à l'origine d'apparition de symptômes tels que l'irritabilité, la fatigue, les céphalées, certains troubles psychiques, la fatigue. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que tous les comportements négatifs qui existent pendant le Ramadan sont surtout dus au sevrage brutal de ces substances addictogènes, et non pas au jeûne en lui-même. Le dernier point, c'est le tabac, la nicotine. La nicotine aussi est un véritable neurotransmetteur. Il est généralement couplé dans notre tradition, dans notre société, à la consommation de café. Il faut savoir que le tabac est un coupe-faim. Les gens qui fument beaucoup ne mangent pas beaucoup. Alors quand ils ne mangent pas beaucoup... qui prennent une cigarette au moment de la rupture du jeûne. Hein, absolument, parce qu'il a beaucoup plus envie de satisfaire ce besoin de nicotine que d'aller manger. Et une fois il va fumer sa cigarette, il aura beaucoup moins envie de manger. Au bout d'un mois d'une attitude pareille, il y aura beaucoup de pertes de poids, beaucoup de pertes musculaires, sans parler évidemment des méfaits de la cigarette, du tabagisme sur le reste de l'organisme, notamment dans un mois où l'alimentation est diminuée, les apports alimentaires sont diminués, donc les réactions immunitaires sont plus abaissées. La consommation de tabac va être encore plus dangereuse. Alors la question qu'on a envie de poser justement, c'est est-ce que c'est une bonne idée de s'en débarrasser pendant le Ramadan? Absolument, justement le mois de Ramadan est une occasion pour chacun de nous de se faire de bonnes résolutions pour arrêter avec ces addictions-là. Il faut avoir la volonté, évidemment. Pour la consommation de sucre, à titre d'exemple, il faut savoir que dans notre tradition, dans notre religion, on commence toujours par la prise de dattes. Alors les dattes sont des fruits qui sont très très riches en éléments glucidiques et qui vont remplacer le manque de sucre qu'on a accumulé pendant la journée. Les dattes qui sont sèches alors, se transforment en un véritable concentré de micronutriments parce que contiennent une bonne partie de glucides, des protéines, du potassium, de la vitamine C. Et donc, la prise de 2 à 3 dattes juste après l'Aden va permettre à la personne de reprendre pas mal de son énergie et de entamer la soirée avec une forme agréable. La diminution de la caféine doit d'abord commencer avant le mois de Ramadan. Il faut essayer d'alterner entre, par exemple, café caféiné, café décaféiné, aller passer plutôt vers le thé, à la consommation du thé de temps en temps, et oublier un petit peu le café pour aller vers la consommation d'eau. Et c'est comme ça, avec ce qu'il faut comme volonté, que la personne pourra évidemment, à la fin du mois du Ramadan, réduire cette grosse dépendance à la caféine jusqu'à en finir. Pour le tabac, aussi, c'est une question de volonté. Il faut penser que si une personne devient irritable, si elle a des problèmes pendant la journée à cause du tabagisme, à cause de la caféine, de la nicotine, à titre d'exemple, c'est l'occasion de se réconcilier avec sa société, de se réconcilier avec ses bons comportements en faisant l'effort de réduire sa consommation de tabac. Merci beaucoup, Dr Mouchel, pour tous ces conseils. Avec plaisir, je rappelle juste, puisque vous en parlez, que la semaine prochaine, justement, on parlera d'irritabilité et fatalement, on parlera de ces aliments addictogènes. On parlera également de votre sommeil. Alors, soyez au rendez-vous mardi prochain à 17h. Alors, il nous reste moins de 5 minutes. On va conclure justement avec des conseils, puisque
Moins de... Voilà, on vient de me corriger à l'oreillette. Alors 2 minutes, on va essayer de faire rapidement. Alors terminer avec des conseils. Alors il y a 2 repas, il ne faut pas l'oublier. Hein, le repas du suhour est également important. Il y a le iftar ou la rupture du jeûne. Alors avec quoi doit-on rompre le jeûne déjà? Est-ce qu'on peut donner un exemple d'un repas équilibré? Bien sûr, tout à fait. Donc pour rompre le jeûne, donc, la tradition musulmane, c'est les dates, un verre de lait, de l'eau tiède, faire sa prière, revenir, donc prendre la shorba, pas trop chaude bien sûr, accompagner ça. Alors ça c'est très important de ne pas prendre très chaud ni justement, trop frais. Pour la gastrite justement. Voilà. Pour les problèmes digestifs. Donc prendre un fruit et s'arrêter là. Donc l'idéal serait pendant la sahara, donc de prendre quelque chose comme une salade de fruits, etc. Pas trop forcer sur les sucreries, donc notamment les nôtres, qalbellouz, etc. Donc pour ce qui est de suhour, donc essayez de le retarder le maximum, première chose. Et deuxièmement, je reprends toujours mon assiette santé, donc 50% de légumes, 25% de protéines et 25% de sources amidonnées. Donc pour ce qui est de l'amidon... Quel genre de protéines faut-il préférer? Protéines... On ne va pas beaucoup parler de poisson parce que c'est cher. Protéines, ce serait bien de faire 50% végétal, 50% animal. 50% végétal, donc on peut prendre par exemple une salade de lentilles, tout simplement. Quinoa, etc. Donc il y a la tradition, donc c'est couscous, bien sûr, mais on peut varier un petit peu. On peut varier. Éviter peut-être Enfin, je vous posais cette question pour dire peut-être éviter un peu les viandes rouges, voilà, sans excès. Non, bien sûr, bien sûr. Mais il est important aussi d'avoir une source de potassium, donc je préconise une banane par repas de suhour. Oui. Alors pour le suhour, docteur Hamoudi, alors rappelez, vous en avez parlé, mais bon, rappelez le mot peut-être fractionné, parce que c'est important. Oui, fractionné, donc éviter de tout manger à la fois, ça c'est très important. Oui, docteur Hamoudi. Vous parliez tout à l'heure des personnes qui voulaient perdre du poids et qui prenaient la résolution de faire de l'activité physique. Je veux rebondir sur ce qu'a dit mon confrère. Pour les personnes qui sont addictes au tabac ou au café, etc., l'occasion est bonne pour faire de l'activité physique cadrée, bien conseillée, parce que ça apporte un plus. Ça peut aider? Oui, ça aide beaucoup. Oui. Ça aide beaucoup. Pour le poids, je ne sais pas, on n'a pas d'expérience de recul par rapport à ça, mais sur le plan de la nicotine et du sucre, etc., marcher ou faire une activité, ou entretenir l'activité qu'on a commencé avant le ramadan, ça ne peut que faire du bien. Alors, revenir au repas du suhour, parce que ça aussi c'est important. Alors, qu'est-ce qu'il faut privilégier pendant ce repas, pour ce repas? Oui, alors il ne faut pas oublier de bien se réhydrater. À ce moment-là, nous avons l'eau, mais l'eau, en prendre beaucoup, on la rejette après, systématiquement par le biais des urines. Mais ce qui est bien, c'est de prendre éventuellement des fruits. Oui. Effectivement, des fruits gorgés de... Oui, des fruits, et puis éventuellement manger des sucres lents, un couscous. Dans nos habitudes, on fait souvent le mesfouf. Le mesfouf qui est accompagné de fèves et de petits pois, ça c'est qui contiennent des fibres et qui peuvent ensuite améliorer le transit, retenir l'eau, etc. Et puis éventuellement pour le couscous, de choisir d'orge, parce qu'il y en a maintenant sur le marché, c'est encore mieux. Oui. Alors, professeur Djenouhat, on termine avec vous brièvement, parce qu'on me dit qu'il ne nous reste plus de temps. Alors, est-ce qu'il y a des aliments réellement qui peuvent renforcer notre immunité et qu'il faudra privilégier justement pendant le jeûne? Il faut une alimentation équilibrée. C'est ça le plus important. Oui. Donc, équilibré, pas trop de sucre. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On se verra mardi prochain à 17h en direct et on parlera de votre tempérament, votre irritabilité si vous êtes irritable et de votre sommeil. Soyez au rendez-vous. Au revoir.